Bonsoir à toutes et à tous, merci d'être là ce soir. Je suis ravie d'être parmi les amis du masque et je vous remercie de m'avoir permis d'enlever le mien de masque. C'est beaucoup plus pratique pour parler. Donc je vais me présenter en quelques mots. Donc moi je suis professeure à l'université de Poitiers, je suis professeure de littérature française de la Renaissance. Et après avoir fait de nombreux travaux sur Rabelais, je continue d'ailleurs à travailler sur Rabelais, je me suis intéressée à l'univers des cabinets de curiosité et en particulier, alors même que c'est un sujet qui est très amplement déjà discuté et étudié par les historiens et les historiens de l'art, j'ai essayé moi de m'y intéresser de mon point de vue à moi, qui est un point de vue venant des études littéraires, et en particulier en regardant de beaucoup plus près que ça n'a été fait jusqu'à présent les catalogues qui accompagnaient ces cabinets de curiosité et qui m'intéressent beaucoup parce que en fait ils posent la question de savoir comment vous faites entrer un ensemble d'objets tous très bizarres, nous verrons comment ils sont choisis, dans un livre. C'est a priori un défi d'écriture que de se dire que tous ces objets qui valent le coup d'œil et qui valent la visite seront aussi bien mis en valeur par l'exposition, disons, écrite dans le livre que par l'exposition physique lorsque les gens viennent visiter le cabinet de curiosité. Donc voilà, je m'intéresse à ces fonctionnements-là, au rapport dans les catalogues qui sont, à vrai dire, à peu près tout ce qui nous reste, bien souvent, des cabinets de curiosité, puisque beaucoup d'objets ont été perdus, dispersés, vendus, etc. Donc, en fait, ce qui nous reste pour travailler sur ces lieux très particuliers, très bizarres, très intéressants, ce sont les catalogues. Donc, nous sommes un peu comme les lecteurs de l'époque qui n'auraient pas eu la chance de visiter les lieux. Nous sommes à distance et nous voyons ces lieux à travers ces livres qui nous restent. Donc alors j'ai publié un livre tout récemment que j'ai intitulé « La légende des objets », au double sens de légende, qu'on comprend bien, c'est-à-dire aussi bien la légende qu'on place en dessous de l'image que la légende qu'on invente parfois pour pouvoir rendre compte d'un objet et le rendre merveilleux, attractif, étonnant. Voilà. Donc ce soir, c'est l'objectif que je me suis donné, c'est de vous faire entrer dans cet univers des cabinets de curiosité, qui est un phénomène qui débute en Europe à peu près au milieu du XVIe siècle et qui va s'amplifier très largement pour connaître un âge d'or réellement au XVIIe siècle et des suites encore au XVIIIe et au XIXe sous des formes différentes. Et voir comment les gens collectionnaient, ce qu'ils collectionnaient, ce qui les intéressait, et comment ensuite ils arrivaient à trouver les procédés pour mettre en valeur leur merveille. Alors, vous avez eu le temps de regarder cette diapo de présentation à l'écran ce soir. Vous voyez que j'y ai mêlé en fait deux espaces. L'espace ouvert, disons, de la nature représentée sur cette carte géographique qui est une carte que l'on trouve dans le premier atlas imprimé en 1570. C'est une carte qui représente les mers du Nord. Alors vous voyez le Groenland en haut, je ne sais pas si on voit bien le nom du Groenland. Et puis surtout vous voyez les monstres marins qui sont représentés dans ces mers très lointaines, où l'on s'imagine que des monstres les hantent, et des monstres de toutes sortes qui s'en prennent aux bateaux. Vous voyez que la disproportion du monstre par rapport aux malheureux navires qui sont dévorés par ces monstres est assez impressionnante. Et ce sont justement ces types de créatures-là qui vont le plus éveiller l'intérêt des curieux, puisque on a envie de savoir à quoi elles ressemblent, si elles sont véritablement, si ce que l'on voit sur les cartes existe vraiment dans la réalité. Et le plus possible, on va essayer de trouver ces créatures dans la nature pour pouvoir les exposer, les étudier, les regarder, s'en émerveiller. Et c'est ce que vous avez sur la gauche de la diapositive, à savoir un espace qui est un espace d'exposition des curiosités. Ici, c'est donc une gravure qui a été publiée en 1599.
C'est la première gravure que nous connaissons sur ces lieux. C'est la plus ancienne en fait. Et cette gravure imprimée représente, vous le voyez, un espace muséal où sont accrochés différents spécimens du sol au plafond, enfin en tout cas jusqu'au plafond. Le plafond est entièrement rempli de créatures, en l'occurrence marines. Et puis le reste des murs est également garni d'armoires, de tiroirs, de toutes sortes de dispositifs muséographiques pour pouvoir exposer des spécimens, en l'occurrence ici surtout des spécimens naturels, mais rien ne dit que dans certaines petites armoires avec des niches, des tiroirs, etc., on ne va pas trouver d'autres types d'objets que des objets vraiment des productions de la nature. Donc ça, j'en reparlerai. Ce que vous observez aussi, si vous voyez la gravure en grisaille, c'est que ces lieux se visitent. Vous avez là des visiteurs, très nettement, une visite est en cours, avec des gens qui s'interrogent, qui montrent des choses, qui s'extasient sans doute devant certaines créatures étranges. Et bien sûr, certaines disproportions aussi, parce que vous voyez qu'au plafond trône un magnifique crocodile qui rapidement devient une espèce de stéréotype dans ce genre de lieu où on l'accroche de préférence au plafond. Pourquoi ? Parce qu'il est très grand et qu'on ne pourrait pas le mettre dans un tiroir et qu'il faut trouver un moyen à la fois d'impressionner et de ranger cet objet très encombrant. Alors tantôt vous trouverez des crocodiles le dos vers le bas, tantôt le ventre vers le bas, cela dépend. Cela dépend souvent, en fait, tout simplement aussi, de certaines conditions matérielles. Dans quel état est le crocodile empaillé? Est-il présentable? Quel est son meilleur côté pour qu'on le voit le mieux et que l'on puisse être au mieux impressionné. Voilà donc pour ce mot d'introduction, pour simplement faire le lien entre le monde de la nature et puis le monde intérieur du cabinet de curiosité, où les collectionneurs cherchent à rassembler toutes les choses qui peuvent les émerveiller, les surprendre, les intriguer, toutes les énigmes de la nature. Et le cabinet de curiosité est ainsi un lieu où l'on contemple, mais aussi où l'on s'interroge. Et j'attire votre attention, j'y reviendrai tout à l'heure, sur le mur de gauche, derrière les personnages, où vous apercevez en fait toute une bibliothèque. C'est-à-dire que ce lieu est aussi un lieu où l'on étudie, où l'on confronte en réalité le spécimen que l'on voit avec ce qui en est dit dans la littérature savante dont on dispose. Voilà donc en quelques mots brossé un vaste programme. Alors revenons sur la question de savoir ce que je vais sélectionner si je souhaite à cette époque-là réaliser un cabinet de curiosité. La particularité de la collection de curiosités, c'est qu'elle ne ressemble pas à d'autres collections. En effet, vous pouvez avoir différents types de collections que l'on peut imaginer. On peut collectionner des timbres, c'est-à-dire on peut collectionner des objets qui sont sélectionnés sur le critère du type d'objet. Donc je collectionne un certain type d'objet. Après, je vais vouloir des timbres de toutes les couleurs, de tous les pays, de tous les formats, etc., mais uniquement des timbres. Et c'est pareil si je collectionne, je ne sais pas, des capsules, des bouteilles, etc. Je me fixe sur un objet. Ça n'est pas ça que fera le curieux, parce que le curieux qui cherche des curiosités va ouvrir complètement l'empan possible des objets. Alors, l'autre type de collection que l'on connaît bien, c'est une collection, disons, thématique, c'est-à-dire qui ne se limite pas à un type d'objet. C'est ce que vous avez sur la partie droite de la diapo. Là, j'ai donné des exemples, par exemple, d'une collection de tintinophiles, de quelqu'un qui aime Tintin et le personnage et les aventures de Tintin, et qui va s'amuser à rassembler chez lui un certain nombre d'objets qui tous réfèrent au même sujet, en fait. Mais là, ce ne sont pas, comme pour les timbres, des objets tous de même type, ce sont des objets de toutes sortes, mais se rapportant à un même sujet. Donc, pour une collection de ce genre, vous pouvez avoir
des albums, des premières éditions, des éditions originales, des planches, des figurines, des objets de toutes sortes, des assiettes, des porte-clés, tout ce que vous voulez, des posters, que sais-je, des têtes d'oreiller, comme le monsieur là, en bas. Mais tout sera centré sur un même sujet. Donc vous voyez, en fait, en général, quand on fait une collection, on a soit un sujet fédérateur, soit un objet, un type d'objet fédérateur. La collection de curiosités procède en ouvrant ces deux champs-là, c'est-à-dire en se donnant comme règle, non pas un type d'objet ou un sujet, mais le regard de celui qui prélève, le regard de celui qui sélectionne et qui va considérer que telle chose est à ses yeux une curiosité. Et cette chose-là, aux yeux de son voisin, sera peut-être un objet sans le moindre intérêt. D'accord ? Donc c'est très très particulier, une collection de curiosités. Vous pouvez avoir des collections très diverses selon les individus, puisque c'est le regard de chacun qui décide de savoir si ce qu'il a sous les yeux, ce qu'il rencontre lors d'une promenade, etc., est une singularité qui mérite d'être conservée. Et c'est d'ailleurs comme ça aussi qu'on a perdu un grand nombre de collections. Parce que qu'est-ce qui se passe pour une collection, par exemple, de quelqu'un qui amasse des curiosités de la nature, etc. Bon, quand il vient à disparaître et que les héritiers se retrouvent avec cette collection, alors peut-être qu'à leurs yeux, ça n'a aucun intérêt. Et ils s'en débarrassent. Alors, soit ils la vendent par lot, soit ils jettent. Hein. Et j'en parlais avec des collègues archéologues qui me disaient des curiosités, des collections de curiosités, on les trouve le plus souvent sous forme de restes, de vestiges, dans les latrines, en réalité. Les gens les ont jetés. Bon, donc c'est vraiment là un signe que si il y a un certain nombre d'invariants qui vont être reconnus un peu par tout le monde comme étant des curiosités, vraiment, disons, où tout le monde est unanime pour dire que ce sont des curiosités. Je vous donne un exemple sur la vue de gauche, le corail. Très évidemment, au XVIe siècle, le corail est une énigme. C'est-à-dire que vous avez là une production de la nature qui est souple et qui ressemble à une plante quand elle est dans l'eau, qui durcit quand elle sort de l'eau, qui ressemble donc à une pierre, et qui se nourrit comme un animal. Donc c'est un être à la frontière entre le minéral, le végétal et l'animal. Voilà une énigme de la nature, par exemple. Unanimement, tout le monde est d'accord pour dire que ça, c'est une énigme de la nature, et donc ça vaut la peine de le collectionner. Mais, bon, il y a d'autres objets qui vont être plus, disons, personnels pour les collectionneurs, et qui vont être collectionnés pour des raisons tout à fait différentes, pour des raisons plus attachées à une rencontre, un attachement à cet objet-là, parce qu'il m'a été donné par tel ou tel, parce que je l'ai trouvé à l'occasion de tel voyage et qu'il me rappelle tel voyage, vous voyez ? Donc ça devient des raisons qui sont totalement individuelles et que personne ne peut deviner, hein, car ce ne sont pas là des objets qui sont unanimement reconnus comme des curiosités. Je prends un simple exemple. Dans la collection d'un Anglais du XVIIe siècle qui a voyagé à Naples, il a eu l'occasion de gravir le Vésuve. Bon, très bien. Et puis, lors de son voyage en Italie, bon. Et puis, sur le chemin, il glisse en redescendant de la pente du Vésuve. Il se rattrape un peu comme il peut et il ramasse au passage une pierre volcanique très étrange parce qu'elle est criblée de trous, vous voyez. Il la rapporte. Bon, cette pierre volcanique, à ses yeux, représente quelque chose d'extraordinaire. C'est le moment de cette aventure où il a failli vraiment avoir un véritable accident, etc. Et qui peut savoir à quel point cette pierre est précieuse à ses yeux, mis à part lui-même? Qui? Donc, et c'est là qu'intervient l'intérêt du catalogue. C'est dans le catalogue qu'il va nous raconter, ou c'est dans le petit cartel qu'il met en dessous de son objet lorsqu'il fait son exposition, qu'il va expliquer ce qu'a
d'intéressant cette pierre-là, et où il l'a trouvée, dans quelles circonstances, et à quelle date, et avec qui il était, etc. On peut donner de très très nombreux éléments sur un objet en réalité, on peut écrire toute une histoire. C'est pour ça que je vous parle de légende d'objets, parce qu'au total, on arrive à des narrations qui vont bien au-delà d'une simple description et qui nous emmènent réellement pour partager un voyage ou une expérience. Voilà quelques exemples qui vous montrent à quel point c'est le regard du collectionneur qui va faire ce prélèvement dans la nature ou dans les arts, parce que, alors, évidemment, je ne l'ai pas dit, mais vous le voyez sur la vue que d'ailleurs j'avais choisie pour le visuel, il y a dans ces collections de curiosités aussi bien donc, ce qu'on appelle des naturalia, c'est-à-dire des objets issus de la nature, le nom latin naturalia, que des artificialia, autre nom latin pour désigner des objets réalisés par une main humaine. Donc ici, ce que vous voyez comme objet, qu'on n'appellera pas objet d'art, parce qu'aujourd'hui le sens a changé, mais disons objet réalisé par l'homme, vous avez des sculptures, vous avez des armes, vous avez des bijoux, vous avez toutes sortes d'éléments qui sont ici présentés avec des éléments bruts. Je dis bruts pour parler par exemple des coquillages qui sont simplement pris et posés sans qu'il y ait eu vraiment un travail d'artiste, enfin de manipulation ou de transformation sur certains de ces objets. Donc tous ont droit, et d'ailleurs il est recommandé de collectionner et des naturalia et des artificialia pour donner au mieux une vue globale de la création. La création de Dieu d'un côté, puisque la nature a été créée par Dieu, et puis la création humaine, qui tente elle aussi de faire au mieux ce qu'elle entreprend. Voilà donc pour ce petit tour d'horizon. Alors maintenant je vais passer plus nettement dans quelques repères culturels. Je peux évoquer pour commencer deux événements fondateurs. Premièrement, la chute de Constantinople, qui permet ce que j'appelle la redécouverte d'un continent perdu. En 1453, Constantinople passe aux mains des Ottomans, des Turcs, et dès lors, de très nombreux chrétiens refluent vers l'Occident chrétien et reviennent avec un grand nombre de manuscrits grecs qu'ils avaient à Constantinople. Ce continent perdu, c'est donc un continent de livres qui arrive tout à coup en masse par Venise et qui vont se répandre avec leurs possesseurs dans toute l'Europe de l'Ouest. Deuxième événement fondateur qui va apporter beaucoup de nouveaux objets, c'est bien sûr la découverte de l'Amérique, qui permet de rapporter des spécimens totalement inconnus, aussi bien des plantes, des animaux, des artefacts, des objets amérindiens que l'on ne connaissait pas. En Europe, on ne travaillait pas le coton, donc dès qu'on voit un hamac, si vous voulez, c'est déjà une espèce de bizarrerie absolue. Les nattes de jonc, les ouvrages de plumes, les diadèmes de plumes, etc. Tous ces objets-là, toutes ces matières-là n'étaient pas travaillées. On n'avait pas du tout l'idée de tisser de la plume pour en faire un manteau. Pas du tout. Donc ces objets sont considérés comme des merveilles à leur arrivée. Aussi bien une ceinture ornée de piquants de porc-épic, des mocassins indiens, etc. Des raquettes à neige. Tous ces objets-là, totalement inconnus, prennent évidemment, alors je ne parle pas des canoës, de voir un navire aussi frêle qui tient, etc. Enfin, c'est formidable. On recueille, alors notamment sur les rivages atlantiques, comme le nôtre, on recueille énormément d'objets qui reviennent du Nouveau Monde, et il y a un certain nombre de collectionneurs qui s'installent sur les grands ports, quoi. La Rochelle, Bordeaux, il y a ici matière à aller au cales des navires et trouver des choses invraisemblables. Donc, ça, c'est aussi une source d'interrogation et d'énigmes que de voir ces objets qui sont sur place, ils ont été troqués
hein, par les explorateurs, les voyageurs, et ils reviennent ainsi en Europe. Alors ça ne veut pas dire que les Amérindiens, de leur côté, n'ont pas aussi leurs merveilles, parce que ce système est un système d'échange, et les explorateurs, les voyageurs qui arrivent d'Europe, notamment avec des objets manufacturés en fer, alors que le métal n'est pas du tout travaillé dans les sociétés amérindiennes à cette époque-là, apportent à leur manière des objets merveilleux aux Amérindiens. Et il y a un véritable échange qui se crée ici, à tel titre que on trouve aujourd'hui, les archéologues trouvent aujourd'hui dans des tombes amérindiennes, lors de fouilles, des objets européens de cette époque-là qui sont des objets en cuivre, par exemple, notamment des chaudrons. Alors qu'on trouve un chaudron dans une sépulture, évidemment, on n'enterre pas n'importe quel objet, on n'enterre que des objets considérés comme précieux, hein, et cela signifie que ces chaudrons étaient véritablement considérés comme précieux. Ils sont tout neufs, ils n'ont pas été utilisés. Ils ont été donc considérés comme des objets qu'on regarde, vous voyez, et non pas comme des objets usuels. De la même manière, quand les mocassins indiens reviennent, je prends exactement le pendant, c'est-à-dire un objet usuel de l'autre côté, mais qui arrive ici, il n'est pas porté, le mocassin indien, il est posé sur une étagère, il est exposé comme une curiosité. Donc vous voyez, il y a une symétrie, il y a une réciprocité en réalité de cet échange et de cette découverte de l'autre qui passe aussi par ces objets lointains qui arrivent de part et d'autre. Alors, bon, ça c'était la carte que je montrais tout à l'heure, hein. Le monde est plein d'énigmes et de prodiges, on appelle ça des prodiges, et c'est aussi ce que récolte Henri Guiton dans ses boîtes. Alors Henri Guiton, ça m'amuse parce que je regardais le catalogue tout à l'heure, et Henri Guiton cite Pierre Belon, qui est donc un naturaliste du XVIe siècle, qui a donné au moins 2 traités sur les poissons, un traité sur les oiseaux, et ces traités sont illustrés. Ils sont illustrés et il s'intéresse, Pierre Belon, justement, non seulement à ce que l'on voit tous les jours dans la mer et qui mérite d'être décrit et d'être étudié, comme tous les naturalistes, mais aussi à ces bizarreries que l'on voit rarement et qui posent question. Exemple ici, vous voyez le rostre du poisson-scie, qui est ici donné tout seul sans le poisson, tout simplement parce que Pierre Belon n'a jamais vu le poisson qui va avec. En revanche, il a vu ceci, il a vu cet objet-là qui arrive très fréquemment dans les cabinets de curiosité. Ceci pour dire que les naturalistes, donc des hommes de savoir, visitent aussi ces lieux-là pour voir les choses de leurs propres yeux, parce que, évidemment, à l'époque, on ne fait pas de plongée sous-marine, on n'a pas un accès si simple que ça au monde sous-marin. Donc on voit ce que l'on peut voir. Et ce que l'on peut voir, c'est souvent dans les cabinets de curiosité. Alors là, vous observerez, si vous arrivez à lire la légende, qu'il appelle cet objet une scie de mer, langue de serpent, ce qui signifie que là, il y a une hésitation, vous voyez, sur le nom à donner. Et cette hésitation même, dans la mesure où elle réfère à 2 types au moins d'objets, une scie et un serpent, une langue d'un côté et de l'autre, on ne sait pas trop ce que c'est, cette scie de mer. Est-ce une langue? Est-ce un appendice d'un autre type? Montre bien l'énigme qui entoure un objet comme celui-ci et qui donne donc bien sûr une impulsion, une envie, un appétit de savoir qui va être cultivé ensuite dans les cabinets de curiosité avec d'autres objets du même type, c'est-à-dire des objets qui posent des questions. Alors, justement, ces objets qui posent des questions, par exemple, l'ammonite. L'ammonite est un objet incompréhensible à cette époque-là, parce qu'on n'arrive pas à comprendre. On se dit, c'est un serpent qui s'est pétrifié, mais comment le trouve-t-on dans le sol? Pourquoi y a-t-il aussi sur cet objet parfois des empreintes de végétaux, comme on le voit là, qui se sont ajoutées? Donc c'est très très étrange. Les dents de requin, de la même manière, se trouvent isolément, c'est-à-dire sans la mâchoire. On en trouve qui sont fossilisées très loin des rivages. Bizarre, qu'est-ce que c'est que ça? Est-ce que ce sont aussi des langues de serpent?
Vous voyez, ça reste une bizarrerie. En plus, bon, on les trouve à l'état de pierre. Donc, comment les classer ensuite dans le musée? Va-t-on les mettre avec les minéraux, puisque ce sont des objets empierrés? Va-t-on les mettre avec les animaux marins? Ou va-t-on les mettre avec les serpents? C'est très compliqué. En fait, on ne sait pas quoi faire. Et vous avez aussi, je le disais, des artificialia, c'est-à-dire des objets alors, qui sont parfois des vestiges de l'Antiquité. Ça, les humanistes en sont très friands parce qu'ils sont très admiratifs de l'Antiquité. Et tout ceci doit trouver sa place dans un même espace. Vous voyez, comme c'est aujourd'hui, avec la séparation des disciplines, on a du mal à se représenter cette chose-là, mais c'est vraiment un espace qu'on peut appeler, disons, encyclopédique, hein, où se rencontrent la nature et l'art, et aussi bien le proche que le lointain, pour essayer de comprendre, en fait, c'est pour ça que je donnais comme titre « Donner sens », donner un sens au monde des objets, essayer de les organiser dans une chaîne de sens à peu près compréhensible. Donc, je l'ai dit, des naturalia et des artificialia. Alors, parmi les grandes célébrités, ce sont bien sûr les cornes de licorne, qui vont être très recherchées pour différentes raisons. Pour différentes raisons, d'abord parce que ce sont des objets gigantesques et très impressionnants. Hein, je ne sais pas si vous en avez déjà vu comme ceci exposé. Celle-ci, c'est celle du trésor royal, impérial de Vienne, en Autriche. Elle fait 2 mètres de haut. Donc quand vous êtes à côté, moi quand je suis à côté, je suis plus petite que cette corne de licorne. C'est quand même vraiment un objet qui force un peu le respect. En plus, bon, son côté légendaire avec l'histoire de la licorne, ce cheval magique qu'on ne sait pas où on va trouver, etc. À l'époque, on ne sait pas encore qu'il s'agit d'une dent de narval. On pense réellement que c'est une corne de licorne. Animal légendaire, fabuleux, impossible à trouver. Donc comment se fait-il? Alors c'est là qu'arrive la remise en question de la fable. C'est que comment se fait-il qu'on trouve autant de cornes de licorne? Parce que petit à petit, on va en trouver un peu partout dans les cabinets de curiosité, soit à l'état vraiment en taille intégrale, soit par petits morceaux. Et les gens de bon sens se disent, mais comment se fait-il qu'on en trouve autant alors que l'animal est un animal fabuleux que personne n'a jamais vu, si ce n'est, bon, on le trouve dans les images, les manuscrits médiévaux, etc. Mais bon, alors c'est là qu'on commence à se dire, bon, peut-être que ce serait une licorne de mer, puisque toutes ces cornes de licorne nous arrivent beaucoup des rivages du Nord. Bizarrement, on peut vraiment s'en procurer très facilement dès qu'on va au Danemark, par exemple. Comment se fait-il? Alors, les recherches sont menées petit à petit, et là où on va percer le mystère et où on va comprendre qu'il ne s'agit pas d'une corne, mais d'une dent, déjà c'est un gros changement, et que ce n'est pas un animal terrestre, mais un animal marin, c'est quand, enfin, à un moment, un pêcheur va rapporter la corne attachée au crâne, enfin la dent, pardon, attachée au crâne du narval. Et que là, on va pouvoir s'apercevoir qu'elle n'est pas plantée là, sur le haut, mais qu'elle est plantée là, dans la mâchoire, et que donc c'est forcément une dent. Voilà. Alors, ça, ce sont des mystères qui vont se lever vraiment très, très progressivement. Et là, je vous parle de ce moment où vraiment il y a une mise en évidence grâce au crâne attaché à la dent. C'est en 1636. Mais néanmoins, malgré cette mise en évidence, qui va faire le tour de l'Europe, tout le monde va en parler, etc., les marchands ont tellement à gagner en vendant très très cher ces morceaux de corne de licorne, ils n'ont aucun intérêt à dire que ça vient d'un poisson, parce que tout à coup, ça dévalorise, ça démystifie complètement l'objet. Donc, il va y avoir une espèce de résistance comme ça du monde du commerce, et puis aussi, bien sûr, de la légende elle-même, qu'on n'a pas envie d'abandonner comme ça si facilement. Alors, si la corne de licorne est si recherchée, c'est non seulement parce qu'elle est spectaculaire, mais aussi parce que, alors ici vous la voyez montée sous la forme d'un gobelet, c'est un tronçon de corne de licorne, monté sous la forme d'un gobelet, toujours dans le trésor d'Autriche, parce qu'on disait que cette corne de licorne était antidote universel contre poison absolu.
Donc les princes demandaient à ce qu'on leur fasse des gobelets, parce que vous savez qu'on avait toujours peur de se faire empoisonner par d'autres, plutôt que d'avoir un goûteur. Autant mettre le breuvage dans un gobelet anti-poison, hein, un gobelet antidote, qui vous prémunissait de toute agression. Et c'est pour ça que les petites anses sont, je ne sais pas si vous le voyez, des serpents, hein, pour représenter la résistance au venin. Voilà, bon, ça ce sont des objets, évidemment, des pièces uniques, hein, qui sont commanditées à des orfèvres, etc., que tout le monde ne peut pas avoir dans son cabinet de curiosité. Ça, ce sont des objets princiers, réellement. Hein. Les objets qui vont être plus fréquemment trouvés dans à peu près tous les cabinets de curiosité, même des gens qui ont moins de moyens financiers, ce sont donc des objets glanés dans la nature, comme ce que vous voyez là. Donc ici, une planche d'objets marins, 2 planches, pardon, d'objets marins. Alors je dis objets pour parler de ces animaux qui, en fait, une fois dans le cabinet de curiosité, sont soit desséchés, si on prend le cas des toiles de mer ou de l'hippocampe, soit naturalisés avec les moyens de l'époque, hein, c'est-à-dire des moyens relativement rudimentaires encore, et qui souvent sont à l'origine de toutes les dégradations, parce que finalement c'est mangé par les mythes, les vers, etc. Et ça finit souvent en très mauvais état. Voilà donc d'autres exemples d'objets qui vont volontiers être collectionnés. Là, ce que je vous montre, ce sont des planches qui correspondent à une collection. Hein, le collectionneur, en l'occurrence un apothicaire de Poitiers, a fait réaliser des planches pour présenter ces objets, et vous voyez qu'il les a associés. Enfin, il a fait quand même des associations signifiantes à ses yeux, ne serait-ce que par le milieu d'origine. Et puis aussi, une espèce d'essai de disposition qu'on peut juger esthétique, au moins pour le haut, avec les toiles entre les 2 museaux, là, qui représente une espèce de symétrie. Parfois, vous voyez, les poissons sont tête bêche. Enfin, il y a un essai comme ça de disposition sur la page, même si vous n'avez aucun décor, rien du tout. C'est vraiment une page blanche avec simplement les spécimens, comme si vous pouviez les voir comme ça suspendus dans une vitrine. Voilà. Encore un exemple pour montrer qu'on collectionne aussi bien des coquillages que des monnaies, des médailles, des bijoux, des médaillons, des objets d'art. Vous voyez des morceaux de... Enfin ici, la vue est coupée, mais on voit une statuette, etc. Vous voyez la dent de requin qu'on voyait tout à l'heure, elle est là. Elle est là au milieu, à côté des coquillages, mais vous avez des petites lampes antiques aussi, ici. Hein, toutes sortes d'objets qui peuvent aussi être des objets antiques. Alors, je n'oublie pas de parler des monstres, parce que voilà, des objets particulièrement énigmatiques, les monstres, hein, les naissances monstrueuses d'animaux ou d'humains qui naissent avec des difformités, avec des membres surnuméraires ou avec des membres qui manquent aussi. Hein. Donc là, par exemple, c'est toujours l'apothicaire de Poitiers, Paul Contant, qui nous montre ces monstres. Par exemple, le numéro 74, c'est un agneau à un seul œil. Il est à côté de fœtus de siamois, et puis d'un chat avec beaucoup trop de pattes, que vous voyez en bas, etc. Un agneau aussi qui est double en haut. Ces monstres-là, on ne sait pas très bien comment ils étaient conservés, sans doute dans des bocaux. Hein, mais ici, pour qu'on les voit le mieux possible, la gravure les présente à nu, hein, sans le liquide, sans le bocal. Voilà, bon alors après, d'autres objets princiers peuvent être trouvés dans les collections, des objets beaucoup plus travaillés, hein, qui ne sont pas l'objet brut, mais l'objet avec beaucoup d'art autour. Hein, ici, alors... Par exemple, l'œuf d'autruche que vous voyez au milieu est ici monté avec une sculpture d'autruche, un corail, toutes sortes d'éléments qui vont le mettre en valeur. Voilà donc pour les curiosités principales que l'on peut voir, et les mises en place, on va y venir, sont diverses. Ici, vous voyez des systèmes de placards fermés, mais surmontés et entourés d'objets qui sont dessus, au-dessous, des tableaux, d'autres tableaux placés sur une corniche. Vous avez des régimes d'accrochage hein, qui sont différents. Voilà, vous pouvez avoir toutes sortes d'objets étranges qu'on aura, qui sont uniques aussi parce qu'ils arrivent
de manière unique dans la nature. Et ce que vous voyez là, ce corail qui a poussé sur une espèce de morceau de bois, c'est une bizarrerie, pièce unique, autant qu'un monstre en fait. Hein, autant qu'un monstre. Voilà, pour quelques exemples. Maintenant, si vous le voulez bien, nous allons passer à une revue des types de collectionneurs. Alors, j'irai assez vite parce que c'est très simple. Le premier type de collection, c'est la collection princière. Chronologiquement, ce sont les premiers à collectionner les princes dans un objectif qui est évident, qui est celui du prestige. Lorsque des invités de marque se présentent pour montrer sa puissance, eh bien, il est bon d'avoir une collection de choses étonnantes, spectaculaires, exposées aussi de manière spectaculaire dans des bâtiments ad hoc, dans des galeries très amples et immenses. Et le château d'Ambras à Innsbruck, si vous avez l'occasion de voyager dans ce secteur, est encore aujourd'hui visitable. C'est l'un des premiers exemples d'une collection, enfin, comment dire, d'une architecture prévue pour exposer une collection de curiosités. Et en fait, l'archiduc d'Autriche, Ferdinand II, avait conçu, alors là c'était son unité d'habitation, c'était le château proprement dit, mais ici vous avez des galeries qui sont, d'après la légende de la gravure, qui sont expressément conçues pour présenter les collections. Donc chaque aile est consacrée, donc là vous avez les armes, il avait une très très belle collection en particulier d'armures, hein, et d'armes de toutes sortes, comme tout bon prince qui se respecte et qui veut montrer sa puissance militaire. Donc des armures, des animaux, il avait un requin géant, il avait aussi des tableaux qui représentaient des hommes velus, des géants, des nains, toutes sortes de créatures étonnantes, étranges, qui méritaient le détour. Sauf que tout le monde n'est pas admis, évidemment, à visiter ce genre de collection qui est très d'accès réservé à des gens, à des invités de marque, à des gens qui sont recommandés, etc. Et par exemple, pour vous donner cet exemple, Montaigne lui-même, de passage à Ambras, souhaite visiter cette collection dont il a beaucoup entendu parler. Eh bien, il se fait refouler. On ne l'autorise pas à visiter la collection, alors il aperçoit l'archiduc au fond d'un jardin en train de discuter, etc. Et l'archiduc lui fait savoir que la France n'est pas une nation amie et que dès lors il ne recevra pas un ressortissant français. Vous voyez, donc c'est aussi de la politique, hein, ces collections, dès lors qu'elles sont dans des espaces qui sont eux-mêmes des espaces de diplomatie ou de politique. Hein, ça c'est très important de l'avoir bien en tête. Et de la même manière, les objets qui sont collectionnés sont parfois des dons, des cadeaux diplomatiques aussi, hein, qui arrivent dans ces collections-là. Il peut y avoir des ménageries d'animaux vivants, il peut y avoir toutes sortes de variantes, hein, autour de la collection et du spectacle des choses étranges. Mais ces objets peuvent aussi être monétisés, revendus. Au cas où on aurait besoin tout à coup de remplir les caisses pour entreprendre une campagne militaire ou quoi, ou qu'est-ce. Hein, donc ce sont des objets mobiles et qui sont là pour le prestige, pour la puissance, principalement. Le deuxième type de collectionneur, c'est le savant. Donc j'en ai un peu parlé déjà. Ici, vous voyez un homme dans son cabinet de curiosité en train d'étudier. Très nettement, il est à sa table de travail et vous apercevez sur cette table qu'il est en train de lire un livre, mais que autour de ce livre sont disposés un certain nombre d'objets de curiosité qu'il est en train, en fait, sans doute de confronter à ce qui est écrit dans les livres. Et de manière tout à fait symbolique, sur cette gravure, vous voyez sur le mur de gauche toute la bibliothèque, hein, qui est rangée. On voit bien qu'il y a des étiquettes au-dessus des colonnes de livres. Hein. Et puis, sur le mur de droite, en fait, des objets de curiosité qui sont suspendus. Donc ici, on voit bien que le vis-à-vis représente l'accès au savoir des deux manières, hein, un savoir livresque et un savoir par l'expérience, par la manipulation, par l'observation. Et c'est une grande nouveauté de la science de la Renaissance que d'en passer par l'observation, c'est-à-dire de ne pas se contenter des connaissances acquises et transmises depuis l'Antiquité. On les prend en considération, mais ces connaissances livresques sont confrontées au réel
Et les cabinets de curiosité deviennent à ce titre des lieux de savoir absolument essentiels. Alors vous remarquerez qu'au fond, il a tout de même son crocodile suspendu sous la voûte, hein, dans son cabinet de curiosité. C'est un peu un marqueur iconographique récurrent. Alors voici une gravure intéressante aussi qui se trouve au début d'un catalogue. C'est pourquoi vous avez ici en fait le titre du livre qui est placé sur ce calicot au fond de la représentation. Mais alors là il s'agit d'un apothicaire de Nuremberg. Donc bien sûr c'est aussi un cabinet, disons, qu'on peut classer parmi les cabinets de savants. Cet apothicaire, vous avez son nom à l'écran, Basilius Bessler. Il a joué un rôle important aussi pour le jardin botanique de la ville. Bref, c'est un personnage dont on reconnaît les talents et les connaissances. Ici, vous voyez, son cabinet est intéressant parce qu'on voit plusieurs choses que vous pouvez repérer parce qu'on en a déjà un peu parlé. D'abord, les modalités de la visite. Hein, vous voyez un visiteur, celui qui a un chapeau et une cape, très nettement, c'est quelqu'un qui arrive de l'extérieur, tandis que le maître des lieux est, lui, dans un habit d'intérieur, pour montrer, avec son doigt, pointer différents éléments de son cabinet. Il est assisté d'un démonstrateur que vous voyez à droite, un personnage sans doute plus jeune, qui, parce qu'on voit que c'est sans doute un jeune, un disciple ou un enfant, qui peut se faufiler dans les différents endroits du cabinet pour sortir ce qu'on lui demande de montrer. Ici, il présente aux visiteurs une mâchoire de dauphin. Et par terre, et ça c'est très très rare dans les représentations de cabinets de curiosité, dont le sol est généralement libre, par terre vous avez en plus d'autres spécimens qui sont présentés dans des postures presque vivantes et qui donnent presque l'impression, enfin, qui ne donnent pas envie de descendre les 2 marches pour aller voir de plus près, parce que vous avez comme ça cette illusion du vivant qui est maintenue par la posture de ces animaux rampants au sol. Ce qu'on peut remarquer aussi, c'est que ce sont des lieux quand même relativement mal éclairés, assez sombres, ce qui entretient aussi l'atmosphère de mystère, où la seule source lumineuse ici sur cette gravure vient, vous voyez, de la porte ouverte. Il n'y a aucune fenêtre visible ici. Alors toujours un plafond très, très rempli, très encombré, ici avec en plus la volute des serpents qui donne aussi une impression de mouvement, un peu comme les sauriens qui sont au sol. Et puis les objets qui sont suspendus sur la droite de la représentation ont aussi comme des expressions de visage presque, qui donnent l'impression que tout le monde se regarde en fait, que les objets sont aussi, font partie d'un spectacle évolutif presque, qu'on pourrait interpréter. Alors ce que vous voyez aussi qui est très intéressant ici, ce sont les tiroirs avec des étiquettes, les boîtes, etc. On voit qu'il y a vraiment un classement. Alors même qu'on a un peu une impression peut-être de Capharnaüm, hein, c'est peut-être l'impression qu'on a à première vue, c'est-à-dire une profusion, quelque chose de très très rempli, peut-être en désordre, mais en fait pas du tout. Et ces tiroirs qui sont là avec leurs étiquettes permettent de se rendre compte qu'un ordre est maintenu et que si l'impression du désordre est donnée, c'est volontaire. C'est aussi pour figurer l'abondance et la profusion qui existent dans la nature. Parce qu'en réalité, ces lieux cherchent à reproduire d'une certaine façon, à échantillonner la nature, en prenant tout ce qu'elle a de plus énigmatique, de plus merveilleux, de plus bizarre, mais aussi à reproduire son infinie variété et sa grande profusion. Ce sont les 2 caractéristiques de la nature, c'est qu'on y trouve beaucoup de choses, hein, la nature a horreur du vide, vous le savez, on y trouve beaucoup de choses, et elle est tout le temps surprenante. Il y a toujours des choses qu'on n'aurait pas imaginées. Hein. La réalité dépasse même la fiction. Voilà, vous voyez aussi des livres au-dessus des personnages. Il y a une petite étagère de livres. Hein, donc le lien avec le livre est également maintenu, comme on l'a vu ailleurs. Voilà, vous pouvez avoir des représentations qui vont mettre en scène le collectionneur d'une manière beaucoup plus statique
mais où il vous montre encore des choses qui lui sont chères. Ici, c'est un collectionneur du XVIIIe siècle, Albertus Seba, qui a publié un catalogue absolument magnifique dans ses illustrations. Vous l'avez, il est ouvert là devant lui, avec ses papillons, etc. Et puis, il avait une très grande collection de bocaux avec de nombreux spécimens qu'on voit derrière lui. Dernier cas de collectionneur, c'est l'humaniste, hein, c'est-à-dire, alors, l'humaniste, ce sont tous les gens qui font partie des élites urbaines, j'entends par là les hommes de loi, les hommes d'église, les commerçants enrichis, qui s'intéressent, qui sont curieux, qui ont déjà de l'érudition et qui cherchent à avoir encore plus de connaissances, aussi bien en histoire, les humanistes s'intéressent énormément à l'histoire antique, donc en histoire, ce sont des collectionneurs par exemple de médailles, comme vous voyez sur cette représentation, de bustes, de fragments de ruines, de chapiteaux, de toutes sortes de vestiges qu'on va trouver voilà, à Rome par exemple. Et puis ce sont des gens qui s'intéressent aussi non seulement à l'ancien monde, donc, mais aussi au nouveau monde. Et tout en haut, je ne sais pas si vous voyez bien, mais vous avez une pagaie par exemple, qui va côtoyer ici les médailles par exemple. Donc ça n'est pas un problème. Ici, voilà un autre exemple d'élite urbaine. Il s'agit d'un marquis, Ferdinando Cospi, qui est à Bologne dans ces années, donc je vous donne ses dates de naissance et de mort, et qui publie un catalogue en 1677. Dans ce catalogue, vous avez ce très beau frontispice, cette gravure qui représente le cabinet et qui a une particularité unique en son genre. Je ne sais pas si vous la repérez. C'est que le démonstre... Alors là, vous voyez aussi le personnage du voyageur qui vient visiter. C'est toujours celui qui a son chapeau et sa cape. Mais regardez le démonstrateur. Il a une particularité physique étonnante. Il s'agit d'un nain. Et alors, on le remarque par sa petite taille et puis par le fait qu'il a barbe et moustache. Donc, il ne s'agit pas d'un enfant. Malgré sa petite taille, il s'agit bien d'un nain. Les nains étaient à l'époque considérés comme des merveilles, comme des curiosités. On ne comprenait pas la cause de cette différence de taille. Dès lors, vous avez ici, dans la chambre aux merveilles, une merveille qui est elle-même le guide des merveilles. Et ça, ce marquis en est très très fier. Hein, il le dit dans son catalogue, etc. Avoir un nain et en plus l'employer comme guide, c'est un peu la quintessence de la curiosité. D'autant que c'est un peu ironique parce que vous l'imaginez bien, il ne va pas pouvoir attraper les choses qui sont sur le haut des étagères. Il a sa petite baguette, mais bon, on sent qu'il y a un moment où ça devient presque ironique ou enfin cocasse, quoi, disons. La situation devient cocasse. Voilà, alors après les collectionneurs, les lieux, je peux en parler brièvement. Donc on a vu plusieurs de ces pièces dont j'ai parlé. En voilà une autre encore, ça c'est la collection de Copenhague d'un certain Ole Worm. C'est lui qui a mis en évidence la corne de licorne dont je vous parlais tout à l'heure. Alors lui, il était professeur de médecine à l'université de Copenhague et il faisait venir ses étudiants dans son cabinet qui était vraiment destiné à la démonstration des spécimens pour pouvoir illustrer son cours en fait. Hein. Il s'intéressait beaucoup aux objets nordiques puisqu'il était proche de la Laponie, etc. Et vous voyez dans son cabinet, la particularité, c'est qu'il a, par exemple, un costume ici de Lapon, qui est présenté sur un mannequin. Il a aussi des flèches, ici des skis, des anoraks, hein, ici, et puis un kayak vraiment des mers du Nord, hein, typique des Inuits. Voilà. Mais un cabinet, ça n'est pas forcément... Alors, je vous ai parlé du cabinet princier qui s'étalait dans plusieurs galeries. Là, vous avez l'unité d'une pièce, il peut y avoir une enfilade de 2 ou 3 pièces, mais en fait, un cabinet, c'est aussi tout simplement le nom qu'on donne à ces meubles-là. Donc en fait, quand les gens vous disent « je possède un cabinet », tant que vous ne savez pas exactement ce qu'ils ont à mettre dedans, vous ne pouvez pas deviner s'il s'agit d'un simple meuble ou d'une pièce ou de plusieurs pièces à la suite. Et c'est tout à fait, enfin ça ajoute peut-être à l'intérêt ou à la confusion, je ne sais pas comment il faut dire ça, mais du coup vous pouvez avoir un cabinet, le meuble, dans un cabinet, la pièce, hein, et ça donne des effets comme ça un peu de mise en abîme,
d'emboîtements étranges qui renforcent le mystère et l'intérêt d'aller ouvrir les tiroirs et de comprendre ce qu'il y a dedans. Ce que vous voyez clairement sur celui-ci, par exemple, qui est surnommé, alors ça c'est une collection de fossiles, de pierres de toutes sortes, de métaux, enfin de tout ce qu'on trouve dans le sol en fait. Donc il peut y avoir des pierres, des métaux, des minéraux, toutes sortes de choses. Et il a appelé, ce collectionneur allemand a appelé son cabinet une Arca Rerum, donc une arche, comme l'arche de Noé, un endroit où l'on conserve, où l'on préserve les choses de la destruction. Vous remarquerez que ce cabinet est muni de numéros. Les numéros renvoient à une table et tout est ordonné. Donc. Hein, il ne s'agit pas de mettre les choses n'importe où. Et le cabinet permet comme ça d'ordonner une certaine chaîne d'objets de la nature pour comprendre comment les choses la chaîne des êtres, hein, comment les choses vont s'organiser et donc de réfléchir sur l'ordre du vivant ou l'ordre des minéraux. Bon, ça peut être beaucoup plus grandiloquent, un cabinet de curiosité, comme ce collège romain de jésuites d'Athanasius Kircher, qui était, dit-on, le dernier homme qui savait absolument tout. Et lui, alors, il collectionnait aussi des obélisques, comme vous voyez là. Voilà, donc les cabinets, ce sont des meubles, ce sont des pièces, ce sont des meubles de toute taille, ce sont des meubles à secret, avec des ressorts, avec des systèmes de miroirs. Il peut y avoir énormément de mécanismes dans ces meubles-là. C'est tout à fait, ce sont des objets complexes en soi, ce sont des objets d'art aussi, et ce sont des objets qui sont eux-mêmes des curiosités, c'est-à-dire que si vous ne connaissez pas les mécanismes secrets, vous ne pouvez pas accéder non plus. Il y a une part de mystère qui va se développer aussi dans la confection du meuble. Donc voilà les images que l'on trouve. Là, vous avez le livre ouvert avec l'image que je vous avais donnée en première diapo. Je passe plus vite là-dessus parce qu'on en a parlé. Et l'expérience que vont avoir ces visiteurs sont, par exemple, alors je vous ai donné un petit extrait d'une expérience vécue à Pise en 1646, alors même que le voyageur visite un jardin botanique. Et il va s'apercevoir qu'il y a beaucoup d'autres choses que ce jardin botanique, et accolé au jardin botanique, une galerie curiosité, dans laquelle il va trouver des choses absolument étonnantes et de toutes sortes. Nous fûmes après au Jardin des Simples et à la Galerie des Curiosités, où il y a force métaux, minéraux, pétrification, gomme, monstres et autres choses naturelles. Il y a principalement de remarquables une momie, une queue de cheval marin, une branche de corail sur une tête de mort, un chariot qui va seul par ressort, 2 bagues qui sont 2 cristaux dans l'un desquels est une goutte d'eau qui court, et dans l'autre, 3 ou 4 petits vers. 2 enfants embaumés qui se tiennent l'un à l'autre, et un veau qui a 2 têtes, des pétrifications, à savoir la bouche d'un cheval, un poisson qui semble une perche, son épine et ses arêtes, des dents d'éléphant ou d'ivoire, plusieurs bois et coquilles. Ici, vous voyez, ce compte-rendu de visite rend compte de la diversité, de la bizarrerie, isole certains objets particulièrement surprenants, intrigants, comme les bagues avec la goutte d'eau qui court, cette momie, etc. Vous voyez ? Donc, alors qu'il venait visiter le Jardin des Simples, et il s'aperçoit qu'il y a beaucoup plus à voir que ce simple jardin. Voilà, alors ce que nous avons, nous, à notre disposition, c'est le livre, j'en parlais. Alors, je vais vous donner quelques aperçus de ces livres qui sont très très nombreux à être publiés en Europe dans toutes les langues, aussi bien des langues l'anglais, le français, l'italien, etc., que le latin également. Dans toutes les langues, dans tous les formats, vous avez vraiment de très très nombreux ouvrages qui sont publiés au XVIIe siècle pour justement faire étalage, dire ce qui est possédé par ces cabinets de curiosité, par ces curieux. Et le phénomène est tout simple, c'est un peu comme si aujourd'hui vous alliez dans un musée et que vous achetiez le catalogue à la sortie. C'est exactement ce qui se passe à ces endroits-là, c'est-à-dire qu'ils font publier leur catalogue, ils le vendent à la sortie de la visite, et ils le diffusent aussi parce que le système de diffusion permet aussi de toucher des gens qui ne sont pas venus, mais pour leur donner envie de venir, pourquoi pas, eh bien, ils peuvent commencer par se procurer le livre. Ces livres sont de tailles tout à fait différentes.
voilà un exemple de 2 livres qui parlent de la même collection, celle du fameux Ferdinando Cospi, dont le nain est le démonstrateur. Eh bien, Ferdinando Cospi, il commence par faire publier une petite plaquette que vous voyez à gauche, puis 10 ans plus tard, un grand livre de luxe, relié, 600 pages, bon, rien à voir, et illustré. Voilà, donc vous pouvez avoir des publications très très différentes pour un même cabinet de curiosité, et qui correspond sans doute au standing et à l'image que le collectionneur entend donner de sa collection. On peut aussi trouver son portrait au collectionneur au début des livres, comme on vous le montre ici. Et puis à l'intérieur du livre, vous pouvez avoir aussi des illustrations qui ponctuent la lecture, de manière à ce que vous puissiez avoir le spécimen sous les yeux, même si vous n'êtes pas dans le musée. Et certains spécimens remarquables ont été choisis pour être gravés et orner donc les différents chapitres, pour qu'on puisse voir très clairement, comme si on était au musée en fait. Voilà donc quelques portraits de collectionneurs. Alors je m'aperçois qu'on arrive au terme de cette conférence, donc j'avais prévu de vous parler un petit peu des avatars actuels du cabinet de curiosité, pour en dire quelques mots, pas toujours élogieux, mais parce que les tentatives sont de nature différente, ces réinventions contemporaines. Pardon, le S a glissé de l'autre côté de la ligne, excusez-moi, c'est le poulpe qui l'a poussé avec ses tentacules. Donc, alors, qu'est-ce que vous trouvez aujourd'hui et que les musées ou les expositions vont nommer des cabinets de curiosité? Premièrement, vous avez de véritables cabinets, c'est-à-dire, en fait, historiquement, des cabinets qui existaient et que l'on a eu la chance de conserver jusqu'à nos jours, ou alors dont on conserve encore les meubles, comme c'est le cas à La Rochelle. Par exemple, si vous connaissez le Muséum d'histoire naturelle de La Rochelle, vous avez cette collection de Clément Lafaille, qui était un collectionneur naturaliste du XVIIIe siècle, qui a laissé, dont on a retrouvé tous les meubles. Vous trouvez ça aussi au Muséum d'histoire naturelle de Paris, où vous avez les meubles de Bonnier de la Mosson, qui sont aussi des meubles très très beaux, comme ça, conçus pour exposer des curiosités, aussi bien le coquillier que vous avez au premier plan, que les vitrines et les boiseries qui permettent d'exposer, vous voyez, en médaillon au-dessus des spécimens, une araignée de mer gigantesque par exemple au centre, là, comme vous le voyez, ou une mâchoire de requin à gauche. À Rennes, vous avez la collection d'Eurobien. Donc là, on n'aura pas les meubles, mais on a les objets, donc c'est intéressant. Cette collection, on peut encore la voir aujourd'hui. Elle est au musée des Beaux-Arts de Rennes. Ça, c'est une chose. C'est-à-dire, ce sont historiquement de véritables collections qu'on a pu encore conserver jusqu'à nos jours. Ça n'est pas qu'en France, hein, vous en avez aussi en Italie, etc. Bon, bref. La plupart du temps, quand on a pu conserver des collections, souvent c'est elles ont été léguées à des institutions nationales ou le Trésor impérial d'Autriche, par exemple, est resté bien sûr dans la famille et ainsi de suite. Deuxième possibilité, vous avez des relectures du cabinet de curiosité par l'art contemporain, ce qui est une autre possibilité assez intéressante qui a été menée au château d'Oiron. Je ne sais pas si vous connaissez ce lieu, dans les Deux-Sèvres, qui est vraiment très intéressant. Il faut aller voir ça si vous avez l'occasion. C'est Jean-Hubert Martin qui a été le grand ordonnateur de ce... Alors c'était un monument historique, hein, le château d'Oiron, un très beau château Renaissance en U, avec 2 ailes comme ça latérales. Et puis le seigneur, la famille Gouffier qui possédait ce château au XVIe siècle avait une collection. Entièrement perdue, on n'a plus rien. On n'a plus rien, mais en souvenir de l'existence d'une collection de curiosités, Jean-Hubert Martin, qui était le conservateur à ce moment-là, a décidé le château était totalement vide, de relancer l'activité, les visites de ce château, en prenant l'idée du cabinet de curiosité perdu. Donc il a commencé par reconstituer, ce que vous voyez au médaillon au milieu, reconstituer un faux cabinet de curiosité, mais dans l'esprit de ce que ça pouvait être, en s'inspirant des gravures que vous avez vues là ce soir, etc. Donc pour que le visiteur se rende à peu près compte de ce que ça pouvait être à cette époque-là. Mais bon, c'est un faux. Là, il n'y a aucun objet authentique. Hein, voilà. Et puis, il a fait fonctionner la commande publique avec un système de commande qui était
à des artistes d'art contemporain en leur donnant comme cahier des charges le cabinet de curiosité que chacun pouvait interpréter comme il le souhaitait. Donc, vous avez par exemple, alors vous avez des salles qui sont associées à un artiste. Ça, c'est la salle de Boltanski, par exemple, qui a choisi de travailler sur l'idée de la série et qui a, vous voyez, donc ce sont des assiettes qui sont suspendues au mur. Ces assiettes, vous voyez, une espèce de petit fil noir au milieu. Il s'agit du tracé d'un profil. Et en fait, tous les habitants du village d'Oiron ont leur assiette à leur profil. Ces assiettes, vous voyez, il y a un verre, et tous les ans, les habitants se réunissent, la table est dressée, chacun retrouve son assiette, et participe ainsi à cette collection, qui est donc une collection d'habitants, ou de traces d'habitants, de visages en tout cas, de visages que l'on peut reconnaître, enfin en tout cas les gens se reconnaissent. Voilà une idée de réinterprétation tout à fait intéressante. Il a été aussi confié à Daniel Spoeri la salle des armes, donc c'est la vue que vous avez à gauche, j'en ai donné une seule, mais en fait ce sont des œuvres qui représentent des espèces de mannequins, vous voyez, faits hybridés avec des carapaces d'animaux ou des cornes d'animaux, etc., qui représentent des corps un peu désarticulés. Et pour une salle des armes, on comprend quelle peut être l'allusion. Et entre chaque fenêtre, en fait, vous avez un de ces mannequins. C'est un peu glaçant, c'est un peu étrange, c'est bien dans l'esprit du monstre et de la bizarrerie de la curiosité. C'est un autre type d'interprétation. À droite, vous avez l'œuvre d'un artiste allemand qui s'appelle Thomas Grunfeld et qui a fait des taxidermies de monstres, qui les a donc construites. Là, vous avez une sorte de licorne ailée. Il en a fait beaucoup d'autres, un poisson raton laveur, Enfin, donc il prend un morceau de corps, il fait des chimères en fait, un morceau de corps d'un animal, d'un autre, et puis il les assemble par la taxidermie, comme cela se faisait. J'en ai pas parlé, mais en fait, on trouve dans les cabinets de curiosité des dragons. Bon, évidemment qu'on ne va pas les trouver dans la nature, ce sont des objets refabriqués par des taxidermistes. Donc ici, il reprend cette tradition-là pour la remettre au goût du jour. Voilà une idée alors vraiment de réinterprétation par l'art contemporain. Alors les boîtes d'Henri Guiton, c'est une autre forme de réinterprétation de j'ai eu l'occasion de trouver des trésors, ce que je peux appeler des trésors dans la nature, des petites choses que j'assemble, que je renomme et auxquelles je mets des étiquettes, etc. Je crée un nouvel ensemble à chaque boîte. Et j'ajoute un texte. Donc là, vous avez vraiment le même type de fonctionnement qui est très intéressant, de réassemblage, de choses glanées ici et là, et oui, réassemblées pour leur donner un sens. Un sens souvent biographique pour le coup, qui correspond à une expérience. Voilà, bon, alors après, vous pouvez avoir des expositions plus ou moins savante. La licorne et le bézoard, c'est une exposition que j'avais co-organisée à Poitiers en 2013 au musée Sainte-Croix, qui se proposait de faire justement une histoire des cabinets de curiosité, parce que c'était un moment où on avait le sentiment que les gens, disons les magasins, etc., mélangeaient un peu tout. Et on avait envie de montrer au public quelque chose d'un peu rationnel, un peu comme ce que j'ai fait ce soir, c'est-à-dire de remettre un peu les choses à leur place, en expliquant qu'il n'y avait pas un type de cabinet de curiosité, mais plusieurs, que ça avait évolué dans le temps, etc. C'est une exposition qui a eu énormément de succès à Poitiers et qui a réuni beaucoup de visiteurs, qui était assez ludique aussi. On allait jusqu'au XXe siècle avec Marcel Duchamp, avec voilà, ce genre de... parce que avec le surréalisme et ça permettait d'avoir une espèce de vision assez large pour pouvoir se faire une idée, mais à la fois une idée contrastée et réfléchie. Et puis alors il y a eu une très belle exposition que je connais aussi assez de l'intérieur, parce que j'avais été sollicitée pour la mettre en œuvre. C'était une exposition qui se passait à Landerneau en 2019. Au fond, Hélène et Édouard Leclerc. Et cette exposition, qui était donc commissaire, était Laurent Lebon, qui était alors directeur du musée Picasso à Paris et qui est maintenant devenu directeur du Centre Pompidou, Beaubourg.
avait imaginé un parcours qui mêlait, en fait, il donnait carte blanche, ça c'était très intéressant, il donnait carte blanche à tantôt des musées, tantôt des artistes d'art contemporain, tantôt des collections de familles, comme la collection de la famille Hermès, par exemple, hein, tantôt donc des particuliers, disons, qui étaient connus pour leur grande collection. Et à chacun, il donnait une petite surface exactement identique. Donc vous aviez comme ça des chambres, en quelque sorte, hein, des petites pièces carrées, mais tous les angles étaient coupés. C'est-à-dire que vous passiez d'une pièce à l'autre, non pas par des portes, mais par les angles. Il manquait les morceaux de mur pour faire les angles. Donc en fait, quand vous étiez dans une pièce, vous aviez des perspectives visuelles où vous aperceviez les autres pièces, et ça créait en fait des espèces de contiguïtés étranges qui étaient aussi très fructueuses, très stimulantes pour l'esprit. Plusieurs musées avaient participé, le Mucem de Marseille, le Muséum d'histoire naturelle, un musée que je ne connaissais pas du tout, un musée du métal et du fer forgé qui se trouve à Rouen. Enfin, c'était le moment de découverte de musées parfois connus, parfois très peu connus. Le musée des cires anatomiques de Montpellier, voilà, c'est très éclectique. Le musée de la chasse et de la nature aussi, bien sûr. Alors voilà ce que ça donnait à peu près, ce genre de mise en place. Donc à droite, vous avez des œuvres d'art contemporain qui sont des faux minéraux géants, mais totalement fabriqués, enfin ce sont des sculptures en fait. Il y avait aussi une authentique collection d'automates du XVIIe siècle, qui est formidable. Des objets de taxidermie, c'est la collection d'Antoine de Galbert, si vous connaissez la Maison Rouge à Paris. Voilà, donc ça c'était des possibilités d'exposition. Alors ça stimule beaucoup l'esprit, c'est très intéressant pour le public, pour nous aussi, enfin pour tout le monde en fait, parce qu'on a vraiment des moments où tout à coup on découvre des choses, où même les contiguïtés sont intéressantes en fait. C'est ça c'est la juxtaposition aussi, qui crée tout à coup des effets étranges, des effets de surprise. Alors sinon, dans les grands noms, j'ai parlé de Jean-Hubert Martin, mais il faut citer aussi Claude Dantenaise, qui est l'auteur de la remise en scène du Musée de la chasse et de la nature, avec un choix scénographique qui est totalement orienté vers la muséographie type cabinet de curiosité, avec des choses qui sont très originales, très intéressantes aussi. Ici, un mur de plumes, par exemple. Un mur de plumes de corbeau, donc vous savez que ça a des miroitements, c'est jamais tout à fait noir. Et puis à l'intérieur, il y a une espèce d'assemblage de livres rangés par couleur, avec des miroirs. Donc quand vous entrez, vous voyez aussi, c'est assez curieux, c'est assez bizarre. Et puis, donc ça, je vous recommande la visite du Musée de la chasse et de la nature à Paris, dans le Marais. Et enfin, je citerai cette exposition qui était aussi organisée par Jean-Hubert Martin. Alors, c'est pas parce que je suis particulièrement fan ou quoi que ce soit, hein, mais c'est parce que ce sont des expositions qui suivent un parcours intellectuel qu'on a vu commencer à Waron et puis qui se poursuit. Cette exposition au Grand Palais en 2016 présentait des objets très étranges, disons très hétéroclites, ensemble. C'est pour ça qu'elle s'appelait Carambolage. Et volontairement, le commissaire d'exposition avait décidé de ne pas mettre le moindre cartel. Donc le public était confronté à cette bizarrerie, à cet assemblage. Et il était obligé de réagir. Alors c'est un peu une exposition alors que ça plaît ou ça ne plaît pas, c'est très coup de poing, ça vous oblige à être vraiment acteur de votre visite. Alors après, si vous vouliez voir les cartels, ils étaient disponibles. Mais il fallait faire 10 pas pour aller au bout de la salle, sur un mur en tout petit. Donc vous étiez obligé de faire tout le temps des allées et venues. Mais si vous vouliez savoir ce que c'était que cet objet, d'où il venait, etc., c'était possible quand même. Voilà. Cela dit, bon là je vous montre une seule vitrine, mais il y avait comme ça en permanence des espèces de choses qui a priori n'allaient pas ensemble et qui posaient des questions de contiguïté étrange et de mélange des époques, des types, des styles, etc. Voilà. Alors, bon, aujourd'hui, après, on trouve beaucoup de choses qui donnent peut-être moins de sens aux objets qu'à la scénographie elle-même. Ça, c'était une exposition qui avait été mise en place par le Musée des Confluences à Lyon au moment de leur réouverture.
sachant que le musée des Confluences, c'est un lieu un peu compliqué parce qu'ils ont hérité de très nombreuses collections très hétéroclites. Et à ce titre, ils ont voulu faire une première exposition un peu initiatique, qu'ils ont appelée la Chambre des Merveilles. Pour ça, ils ont fait appel à une scénographe qui était très inspirée et qui a fait des choses très très belles. Mais là, on perd un peu le sens des objets, peut-être. Hein. Il y a plutôt un sens du coup d'œil et du plaisir. Ça n'est pas idiot, hein, c'est pas ça que je dis. C'est juste que c'est autre chose. Hein, c'est tout à fait autre chose par rapport à ce qu'on a vu précédemment, où on privilégie plutôt des symétries, des formes, des jeux de couleurs, que l'intérêt de l'objet pour lui-même. Voilà, j'en termine avec les avatars les plus disons, ceux qui font vraiment perdre le sens des objets. Là, on nage en plein délire commercial, ou décoratif, disons, avec des fiches pratiques, si vous voulez créer votre propre cabinet de curiosité. Donc ça, c'est la version décorative, la dérive décorative du concept, disons. Enfin, quand ça devient un concept et puis qu'on n'accumule plus les objets que pour faire un peu de la déco chez soi, évidemment, ça se vide de son sens, le cabinet de curiosité. Ça devient un effet de mode, en fait, hein, qui n'a plus grand intérêt. Alors là, ce que vous dit le magazine Elle, c'est que l'effet spectaculaire est garanti, surtout dans un couloir. On veut bien les croire. Voilà. Bon, alors là, on vous parle d'esprit cabinet de curiosité. Et effectivement, c'est vraiment la dérive décorative où on mélange tout avec n'importe quoi. Et tout à coup, ça prend ce nom-là parce que, faute de mieux, parce qu'on ne sait plus quoi dire non plus. Hein. Et c'est un peu étrange. Alors, vous avez aussi la version enfant, hein, mon premier cabinet. Alors ça, c'est pas non plus inutile, hein, de sensibiliser les enfants à ramasser des choses, à essayer de les classer, etc. C'est pas de la décoration. C'est plutôt une réflexion sur ce qui se passe, enfin, ce qu'on trouve dans la nature, etc. Donc mais bon, disons que ça se décline beaucoup en ce moment, le cabinet de curiosité. C'est quelque chose qui plaît, qui intéresse aussi le marketing. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Voilà, alors pour finir, on vient à et ce sont mes derniers mots. Je terminerai avec 2 extraits que j'aime beaucoup et qui nous permettent de voir ce qu'on trouve dans les catalogues et comment ces choses sont associées pour leur donner un sens, justement, même quand on n'a pas de nom. Et c'est ça qui est assez spectaculaire dans l'extrait qui est à gauche sur fond blanc, qui est donc un cliché pris sur une page de catalogue du XVIIe siècle. Alors, il s'agit d'un collectionneur de La Rochelle qui était un commerçant qui s'appelle Léonard Bernon. Donc, si vous allez sur le site curiositas.org qu'on a fondé à Poitiers avec différents collègues, vous allez trouver cet inventaire de Léonard Bernon qui est absolument savoureux. Ici, j'ai pris juste l'extrait avec ses coquillages. Et comme vous le voyez, il a très peu de noms à sa disposition. Il n'a pas beaucoup de savoir, mais il essaye quand même de mettre en valeur ses coquillages. Alors, regardez comment il s'y prend. D'abord avec l'usage du pluriel, de diverses espèces de coquilles nommées de Tam, de diverses espèces de coquilles de Saint-Jacques, de diverses espèces de coquilles nommées pétoncle, la coquille en façon de tuile, de diverses espèces de coquilles cannelées, de diverses espèces de coquilles piquantes, de diverses espèces de coquilles longues, diverses espèces de coquilles ridées, noires, etc. Et vous voyez que, en fait, il a recours à cette répétition comme ceci qui nous donne l'impression d'une profusion. Hein. Il n'a pas grand-chose, pas beaucoup de critères de classement si ce n'est la forme. Cannelée, piquante, ronde, longue, ridée, noire, etc. Parfois c'est la couleur, parfois c'est la forme. Donc on sent qu'il a fait des assemblages, hein, on ne sait pas trop lesquels, mais en tout cas, ce qu'il veut montrer aussi, c'est qu'en dépit, il a non seulement du nombre, il a une masse de coquilles, ça c'est sûr, il veut absolument qu'on le sache, mais il veut aussi qu'on sache qu'elles sont quand même toutes différentes. Et même s'il en a plein, en fait, celle-ci est cannelée, celle-ci est piquante, celle-ci est longue, etc. Et vous allez avoir comme ça, mais oui, une espèce comme ça d'émerveillement, alors même que, voilà, on ne vous dit pas grand-chose. Mais c'est extrêmement, quand même, spectaculaire d'avoir un texte comme ça qui vous saute un peu au visage et qui, par la litanie, si vous lisez tout, finit par vous donner une sorte de vertige
parce que il y a tant de choses, qui sont présentées. Et c'est ce que dit aussi le médecin de Castres qui s'appelle Pierre Borel. Il dit voilà, mon musée est un microcosme. Ça, c'est un mot qui est souvent utilisé, et je terminerai là-dessus. Est un microcosme ou un résumé de toutes les choses rares. Et l'extrait qui concerne certains de ces oiseaux est tout à fait extraordinaire à lire. Donc, je me permets de le lire en entier. Il a d'abord un phénicoptère, ou flamand, donc c'est le nom savant du flamand rose. Un phénicoptère ou flamand, oiseau rare, haut de 9 pans, et qui a le plumage de couleur de feu. Le bois où s'engendrent les oies d'Écosse, qui naissent de la pourriture des navires, l'aile et le bec de ces oiseaux. Donc là, on pensait que certains oiseaux pouvaient naître de la pourriture du bois pourri des navires. Donc, d'avoir ce bois pourri, en fait, il est classé avec les oiseaux. Intéressant. Hein. Ensuite, alors, vous n'avez pas que des oiseaux dans ce groupe d'oiseaux, vous allez avoir des morceaux d'oiseaux. Le bec de l'oiseau poche ou cuillère, le bec de la cigogne et de l'oiseau de paradis, de la grue et du phénicoptère qui est fort gros et fait en crochet, les griffes d'un duc royal et d'un aigle, un crâne de poule monstrueux, un œuf d'autruche, une peau de vautour, des plumes de plusieurs oiseaux rares des Indes, comme poule de Guinée et autres, une pièce du nid des alcyons, 3 fort grandes ongles d'oiseaux rares. Et ça se termine comme ça. C'est-à-dire que, alors là, je mets au défi quiconque de me dire à quoi ressemblent ces 3 fort grands ongles d'oiseaux rares et de quel oiseau, et lui-même ne le sait pas. Mais alors, vous voyez, en fait, il a quoi? Réfléchissons, il a 3 ongles. Qu'est-ce qu'il en fait? Comment peut-il les mettre en valeur? Eh bien, le meilleur moyen, c'est sans doute de dire qu'ils sont d'abord fort grands, parce que, bon, voilà, tout de suite, ça parle à l'imagination. Et en plus, quand il vous dit d'oiseaux rares, au pluriel, alors là, vous vous dites, oulala, je veux voir ça, absolument. Et vous vous précipitez chez lui. Et c'est le but de ces catalogues. C'est bien sûr de vous mettre en appétit, de vous émerveiller, de vous donner envie. Et vous voyez, comme juste avec des mots, sans même le secours de l'image, on arrive à relever ce défi-là et à faire en sorte que les objets surgissent, en fait, sur une page avec très peu de moyens, juste des mots. Voilà. Je vous remercie de votre attention.